reprennent le chemin de l'école pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Samedi 10 mai de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Fonds de solidarité de la presse, FONSOPRESS, a été officiellement lancé ce samedi 10 mai 2025 en marge de la clôture de la Semaine nationale de la liberté de la presse. L'initiative, saluée par les professionnels des médias, vise à renforcer la liberté et la résilience du secteur. Elle marque une étape importante dans la structuration et le soutien durable à la presse au Mali. Amadou Diallo. La cérémonie de lancement officiel du Fonds de solidarité de la presse FONSOPRESS se tient en marge de la clôture de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Plusieurs responsables d'organisations et d'associations professionnelles du secteur ont pris part à cet événement, manifestant ainsi leur soutien à cette initiative. Dans son discours, le président de la commission d'organisation du FONSOPRESS a souligné que ce fonds marque une étape importante dans la consolidation de la liberté de la presse. On a remarqué depuis un certain temps que quand un journaliste tombe malade simplement, on le met via les réseaux sociaux, les gens voient et on lance un SOS. Nous avons dit vraiment il faut mettre en place un projet structuré avec 3 organes de gestion, comité de gestion, conseil d'administration et même le comité technique pour pouvoir bien gérer ce projet. Ça va être géré par ces 3 organes-là, mais c'est le comité de gestion qui va faire le maximum du boulot. Et le comité de gestion est composé de l'ensemble, c'est-à-dire il y a le représentant de l'ORTM, représentant de l'essor et les représentants de la presse privée. Donc nous sommes dans un ensemble. L'adhésion, elle est vraiment individuelle, c'est-à-dire chaque journaliste qui aspire à être membre de notre fonds, vraiment va écrire au fonds et va vraiment payer les cotisations mensuelles à 1000 francs CFA. Pour sa part, le président de la Maison de la Presse a salué la création du fonds qu'il a qualifié d'initiative fédératrice devant être soutenue par l'ensemble des professionnels des médias pour l'atteinte des objectifs. Nous avons constaté que les journalistes n'ont pas de protection sociale. Donc nous avons essayé de mettre en place un mécanisme qui nous permet de nous aider. Je suis convaincu que tout journaliste, reporter, patron de presse, tout le monde peut payer 1000 francs par mois. Et avec ces cotisations-là, plus les aides extérieures, on va mettre en place un mécanisme solide de soutien et d'accompagnement à la presse. Ce n'est pas le cas des maladies seulement qui vont être prises en compte, mais c'est un fonds qui pourra aider les uns et les autres à vivre dignement. Le lancement du FONSOPRESS s'est matérialisé à travers une signature d'adhésion où plusieurs personnalités ainsi que des professionnels des médias ont participé. Tous les acteurs de la presse, de façon générale, de s'intéresser à ce fonds et de venir s'inscrire. Le fonds est logé ici à la Maison de la Presse. Je crois qu'il y a un comité de gestion du fonds dirigé par Bassirou Touré. Donc que chacun s'intéresse et vienne s'inscrire. Dans son discours de clôture, le parrain de l'événement, Issa Arsina Sissé, président du Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali, a rendu hommage au rôle essentiel de la presse dans le développement du pays. À noter que le comité chargé de la gestion du fonds est composé d'un bureau de 7 membres. La célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, nous continuons d'en parler. L'avènement de l'intelligence artificielle, vous le savez, a bouleversé le métier du journalisme. Cette technologie aide à aider l'information, mais peut aussi créer des erreurs ou des abus. L'IA, malgré son utilité, n'est pas en mesure de remplacer le travail humain du journaliste. Les acteurs doivent donc rester professionnels et protéger la qualité de leur profession. Suivons ce dossier réalisé par la rédaction avec Amadou Diallo.
À l'ère de l'intelligence artificielle, le métier de journaliste est à un tournant décisif. Entre opportunités technologiques et menaces sur l'équité et l'emploi, les professionnels de l'information doivent mieux accentuer leur rôle face à cette révolution. Mais il faut reconnaître que depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, cet outil technologique a bouleversé tous les secteurs directement et indirectement, y compris même notre pratique journalistique. Et aujourd'hui, les défis sont très importants. En réalité, les réseaux sociaux comme l'Internet, comme l'intelligence artificielle ne vont pas redéfinir le journalisme. Les bases, les fondamentaux du journalisme vont rester intacts. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est indispensable dans le traitement de l'information. Il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, étant journaliste, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire du bien, pour avoir plus de données, pour pouvoir accéder à plus de sources et pour pouvoir explorer les bases de données afin de donner plus de consistance à ce qu'on fait comme traitement de l'information. Mais on peut également l'utiliser pour créer de la désinformation, pour générer des fausses images. L'intelligence artificielle aujourd'hui aide les journalistes, aide à la pratique journalistique, en ce sens que quel que soit le sujet que vous avez, avec l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, il est facile d'avoir le background, d'avoir un aperçu général de son sujet. Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, les journalistes professionnels sont confrontés à plusieurs défis majeurs. Dans certaines rédactions, elles contribuent à la collecte et au traitement de l'information dans le plus grand respect des normes professionnelles du journalisme. D'abord le défi de la formation pour maîtriser les outils OSINT, Open Source Intelligentsia. Il faut suivre la technologie, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas se laisser carrément à la disposition de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi très dangereux. Ici, on fait recours à l'intelligence artificielle, mais de façon vraiment structurée. Donc récemment, nous avons reçu des formations là-dessus. Il y a des outils qui sont autorisés et des outils qui ne le sont pas. Par exemple, on fait recours à l'intelligence artificielle pour créer des podcasts et même pour transcrire des audios. Et il y a ce qu'on connaît très couramment qui est ChatGPT. ChatGPT, par exemple, peut nous aider à avoir des propositions de titres. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que c'est ce titre que je veux? Parce qu'on est humain avant tout et ce sont des contenus qu'on propose aux humains. Il faut reconnaître qu'ils sont nombreux aujourd'hui, les journalistes qui traitent leurs informations à partir de l'IA, qui utilisent également l'IA pour produire des articles comme presse écrite, pour faire des productions. Ça a des conséquences. Des conséquences parce que ça peut entraîner ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Face à l'essor de l'intelligence artificielle, le journaliste doit adopter des comportements professionnels en l'utilisant en bon escient. Parce que, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, ce n'est pas les écritures saintes. Deuxièmement, puisque on parle des fake news, des deepfakes et consorts, tout ça se retrouve sur l'intelligence artificielle. Donc ça ne doit pas nous amener à nous départir de notre rôle de collecte et de traitement, de recouper l'information. Le danger qu'on voit chez les jeunes, c'est la paresse. La paresse en ce sens que beaucoup de jeunes se contentent de générer des textes et de mettre leur nom en bas. Ce faisant, vous n'apprenez pas, vous ne vous formez pas, vous ne vous cultivez pas. S'il s'agit de se baser uniquement sur ça, je crois qu'on va même sortir du cadre de notre travail et de faire fi aux règles déontologiques et d'éthique du métier. Par exemple, vous êtes ici sur place, vous êtes venu à la source, l'IA ne peut pas faire ça, vous venez recueillir des témoignages, l'intelligence artificielle ne pourra pas faire ça, il pourra générer des témoignages fictifs, mais ça ne sera pas vraiment du concret. En somme, si l'intelligence artificielle redéfinit les contours du journalisme, elle ne saurait en remplacer l'essence, la rigueur, le discernement et l'engagement humain. Plus que jamais, le rôle du journaliste s'affirme comme un rempart face à la désinformation et un garant de l'éthique dans l'ère numérique. La drépanocytose, que faut-il pour une prise en charge rapprochée et adaptée au Mali?
Le sujet était au cœur d'une conférence de presse. La rencontre a pour but d'informer et de sensibiliser les acteurs vis-à-vis des conditions des malades de la drépanocytose. Elle est organisée par l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose dans le cadre de la Journée africaine de lutte contre la maladie célébrée le 10 mai de chaque année. Fatou Diaby. Héréditaire et incurable, la maladie touche plus de 20 millions de personnes à travers le monde. Et au Mali, 17% de la population est drépanocytaire. Au cours de cette conférence, il sera question d'informer et sensibiliser les décideurs afin de trouver les voies et moyens adéquats pour une prise en charge rapide des malades. D'où le choix du thème drépanocytose. Que faut-il faire pour une prise en charge rapprochée et adaptée au Mali? Nous attirons l'attention de nos autorités sur ce qu'ils peuvent faire pour rapprocher les soins des malades. Nous, à notre niveau, on est plutôt concentré sur la communication et la sensibilisation que nous faisons, souvent même de porte à porte. Dès que les gens évoquent le besoin ou bien l'envie ou bien qu'on arrive à les convaincre de nous écouter, on organise des séances de sensibilisation de la population pour qu'elle aille vers le dépistage volontaire. Briser le silence autour de ce mal dont la douleur reste jusque-là inexplicable, reste le souci majeur des malades. Il faut reconnaître réellement que ces patients souffrent. Ces patients souffrent sur tous les plans. Physiquement, par les douleurs, psychologiquement, parce qu'ils sont atténués par ces douleurs en permanence, et financièrement. Parce que la prise en charge de cette maladie, c'est coûteux et c'est des crises à répétition. Ça peut survenir à tout moment. Et souvent, les accompagnants même sont fatigués. Donc vraiment, je profite même de votre micro pour interpeller l'État qui ait un regard critique face à cette maladie. Parce que nous, vraiment, nous les drépanocytaires, nous souffrons en silence. Leur souci ne restera pas vain. Il y a un dispositif, en tout cas, de prise en charge de la drépanocytose qui est là. Au niveau de Bamako, ici, nous avons le CRLD. Et au niveau des deux régions, qui sont la région de Kaye et la région de Mopti, un centre pareil est également en place pour la prise en charge. Et au niveau de Bamako, nous avons en plus du CRLD, nous avons le Gabriel Touré et la commune 1 qui font la prise en charge. Et dans le processus de prise en charge, il est prévu une formation en cascade. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des modules qui sont là, des modules de formation pour la prise en charge, qui sont établis, alors qui vont concerner les prestataires au niveau périphérique. La région la plus touchée est Mopti, avec un taux de 16% de la population. Selon les spécialistes, pour prévenir la maladie, il est aussi important d'éviter les mariages consanguins. Du sport, avant de boucler cette édition, la commune de Tchangui, région de Bougouni, remporte la deuxième édition du tournoi intercommunal du cercle de Kolondiaba. Tchangui s'est imposé 4-2 au tir au but face à Kolondiana. La compétition est organisée par l'association des jeunes et étudiants ressortissants du cercle de Kolondiaba et sympathisants. Moussa Diabaté pour le compte-rendu. Le tournoi intercommunal de football de l'association des jeunes, étudiants, ressortissants et sympathisants du cercle de Kolondiaba vise à renforcer les liens communautaires, promouvoir l'unité et encourager la cohésion sociale entre les différentes localités du cercle. Tous les jeunes qui sont ici, qui viennent du cercle de Kolondiaba, ils partagent les mêmes objectifs. L'objectif clé de tout cela, c'est de pouvoir à un moment donné parvenir à amorcer un développement pour le cercle de Kolondiaba. Et c'est ce qu'on espère vraiment à travers ces matchs de football-là, qui va permettre aux jeunes de se mettre ensemble et de voir ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le cercle. Au départ, 12 équipes du cercle de Kolondiaba dans la région de Bougouni ont pris part à cette deuxième édition. L'équipe de Tchangui, de Bleu Vêtu et celle de Ngolodiana sont les finalistes. Sur le terrain, les protagonistes ont livré une prestation coriace et spectaculaire. Les Blancs de Ngolodiana, plus efficaces, ouvrent le score à la 24e minute. 1-0, score à la mi-temps. Accompagner mes frères, leur montrer que rien ne vaut la cohésion sociale. Que tout le monde est d'accord que le sport en est un facteur fervent de cela. Dès le retour de la pause, l'équipe de Tchangui revient avec plus de volonté et réussit à égaliser sur penalty. Un but partout, résultat à la fin du temps réglementaire. Place donc à l'épreuve des tirs au but. Cette séance sourit à l'équipe de Tchangui qui réussit 4 tentatives contre 2 pour Ngolodiana. La clé de ce succès, c'était toujours la décision. On était toujours décidé d'emporter cette coupe.
et on a emporté. Nous sommes tous contents. Vous-même, vous entendez le son du balani. Donc c'est issu de la culture. Donc vraiment avec la joie aujourd'hui que nous allons dormir. Merci, Dieu merci, l'objectif est vraiment atteint. Car si vous voyez beaucoup de personnes comme ça, ils ont venu tous uniquement pour l'union. Et cette union n'est faite que quoi? La jeunesse. D'aujourd'hui, il faut qu'on se réunisse. Tant qu'on ne s'attend pas, tant qu'on ne se réunisse pas, on ne pourrait rien faire. L'équipe de Ngolo Diana, finaliste, a reçu une enveloppe symbolique. Les vainqueurs, l'équipe d'Ntchongi, soulève le trophée de la deuxième édition du tournoi intercommunal de l'Ager-Kossa. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce samedi soir. On se retrouve demain, même heure, et ce sera toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.